Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour la review de AEW Full Gear, donc c'est le dernier pay-per-view de la AEW qui avait lieu hier soir, samedi soir. Et donc je vais très rapidement passer sur la carte, je vais vous donner les vainqueurs de chaque match, mais on va surtout s'intéresser aux deux main events de la soirée hier soir, Chris Jericho contre Cody Rhodes d'un côté, et Kenny Omega contre Jon Moxley de l'autre, car ce sont clairement ces deux matchs qui ont marqué le show hier soir, et il faut savoir que le match entre Kenny Omega et Jon Moxley a beaucoup fait parler. Et donc c'est parti, on commence avec le kick-off. Donc comme vous le savez, du côté de la AEW, le kick-off s'appelle le buy-in, pour rester dans le thème du casino. Et donc on avait le droit à un match féminin entre Britt Baker et Bea Priestley. Et c'est Britt Baker qui a remporté le match en environ 12 minutes avec sa prise qu'elle appelle le lockjaw. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui s'est passé après le match, car ces dernières semaines, on avait vu des vignettes de Brandi Rhodes et Awesome Kong lors de AEW Dynamite. Et donc là, justement, on a eu le droit à l'entrée du duo féminin. Et donc Awesome Kong est rentrée sur le ring, et là, elle a porté un backfist à Bea Priestley. Et ensuite, elle a sorti un petit couteau en fait de sa poche et elle l'a donné à Brandi Rhodes. Je vous avoue que j'aime pas trop l'utilisation des couteaux ou des lames dans le catch. Il y a des armes qu'on a l'habitude de voir dans des matchs de catch, mais par contre des lames ou des couteaux, personnellement, je suis pas fan. Puis Awesome Kong a porté un faceplant à Bea Priestley et à ce moment-là, elle l'a retourné. Et en fait, Brandi Rhodes a pris une mèche des cheveux de Bea Priestley et Awesome Kong lui a coupé cette mèche de cheveux. Ensuite, on passe à la carte principale, donc on est accueilli par Excalibur et Jim Ross. Et d'ailleurs, pour info, il faut savoir que le commentateur Excalibur s'est battu avec le catcheur AEW Jimmy Havoc quelques jours avant le pay-per-view lors d'un dîner au restaurant. Donc je vous expliquerai toute l'affaire dans un article sur catchclub.fr. Et il faut savoir qu'on a commencé le show avec un très gros match, les Young Bucks contre Santana et Ortiz. Honnêtement, je pense que ça a été l'un des meilleurs matchs de la soirée hier soir. La foule était parfaitement chaude à ce moment-là derrière les Young Bucks. Et à côté de ça, honnêtement, Santana et Ortiz sont vraiment très bons. En particulier Ortiz, en fait, avec ses expressions faciales. Le gars sait vraiment comment jouer avec la caméra et avec le public. Et donc, comme j'en avais parlé dans mes pronos, je pensais qu'il était mieux de donner la victoire à Santana et Ortiz pour pouvoir bien lancer The Inner Circle et continuer la rivalité entre le Circle et The Elite. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Ce sont les nouveaux venus Santana et Ortiz qui ont remporté le match avec un finisher qu'ils appellent le Street Sweeper. Et donc, après le match, Sammy Guevara a rejoint Santana et Ortiz et ils ont commencé à attaquer les Young Bucks, mais les Young Bucks ont été sauvés par les Rock'n'Roll Express qui étaient au premier rang depuis le début du show. Donc Ricky Morton et Robert Gibson sont intervenus et à ce moment-là, encore une fois, Ricky Morton nous a épaté, il nous a ébloui, il nous a montré à quel point il est encore en forme pour un catcheur qui a 63 ans. Donc vraiment chapeau Ricky Morton. Ensuite, le second match de la soirée, c'était Pac contre Hangman Page. C'est un autre match que j'attendais énormément hier soir et honnêtement, je n'ai pas été déçu. Il y avait vraiment énormément d'action durant le match. Et je tiens vraiment à dire à quel point j'adore Pac personnellement. Je trouve que ce catcheur est ultra complet. Il a le physique, il a la gueule, il a le style. Il est ultra intense quand il est dans un ring. Il est vraiment crédible. Tout ce qu'il fait est crédible. Et à côté de ça, en plus, c'est un des meilleurs high flyers de la AEW. Ce gars est vraiment génial. Et donc à la fin du match, Pac a essayé de tricher pour remporter le match. Il a essayé de porter un low blow à Hangman Page pendant que l'arbitre ne voyait pas. Mais Page a réussi à le contrer et au final, il lui a porté un lariat, puis son dead eye pour la victoire. Le troisième match de la soirée, c'était Shawn Spears contre Joey Janela. C'était l'occasion de voir Joey Janela dans autre chose qu'un match hardcore, car ils essaient justement de montrer actuellement à la AEW que Joey Janela sait également catcher. Et à côté de ça, on a Shawn Spears qui essaye d'établir son personnage en dehors de la WWE pour essayer d'être autre chose qu'un mid-carder comme il avait toujours été à la WWE. Et donc ce qui s'est passé à la fin du match, c'est que Tully Blanchard qui accompagnait Shawn Spears est intervenu, et donc il a aidé Shawn Spears à porter un pile driver à Joey Janela à l'extérieur du ring. Et donc ensuite Shawn Spears a simplement ramené Joey Janela dans le ring et il lui a porté son DVD, le Death Valley Driver, pour la victoire. Et c'est une très bonne décision parce que clairement Shawn Spears avait besoin de cette victoire et j'espère qu'il va continuer sur sa lancée. On voit ensuite une petite promo avec Kip Sabian en coulisses. Kip Sabian qui a un petit peu changé de caractère ces dernières semaines et donc maintenant il est un petit peu en mode vantard et il n'en a rien à faire des autres. Et donc il parle du fait qu'il voit un petit peu des alliances se former un peu partout, donc il a décidé de créer sa propre alliance et à ce moment-là on voit l'entrée de Penelope Ford. Donc apparemment on a le droit à un nouveau duo à la AEW. Puis on passe au quatrième match de la soirée, le match pour les championnats par équipe de la AEW avec les champions SCU, Frankie Kazarian et Scorpio Sky contre Private Party, Isaiah Cassidy et Mark Quinn contre les Lucha Brothers, Pentagon Junior et Phoenix. Et donc clairement ce qui ressortait du match hier soir, c'est que les Lucha Brothers sont adorés par le public et à côté de ça vraiment j'ai l'impression que les fans n'accrochent pas plus que ça avec SCU. Et je vous avoue que moi-même en fait je suis pas ultra fan de leur délire. Mais malgré tout ce sont bien SCU qui ont remporté le match, mais ça n'a pas plu à Pentagon et
Phoenix qui ont attaqué Scorpio Sky et Frankie Kazarian après le match. Mais là d'un coup les lumières se sont éteintes. Et quand elles se sont rallumées, on a eu le droit à un deuxième pentagone dans le ring. Donc on avait deux pentagones face à face qui se fixaient. Et au final l'un des pentagones a pris le dessus sur le deuxième. Et quand il a enlevé son masque, il a dévoilé que c'était Christopher Daniels qui est de retour. Puis très rapidement le prochain match, c'était le match pour le championnat féminin avec la championne Rio contre celle qui lui a tout appris, Emi Sakura. Et honnêtement, la foule était pas à fond dans ce match parce que comme je l'ai dit lors des pronos, je pense que malheureusement la foule n'est pas assez investie dans ces deux catcheuses car elle ne les connaît pas. Donc pour faire une comparaison par rapport à la division masculine, je me demande s'il ne faudrait pas également une Chris Jericho pour la division féminine. C'est-à-dire un gros nom qui est tout de même assez connu du public pour être championne, pour représenter la AEW actuellement. Et logiquement pour moi le meilleur choix à la base aurait dû être Awesome Kong. Et donc pour info, au final, Rio a conservé son titre en environ 13 minutes. Et donc on passe au premier main event de la soirée, le match pour le titre AEW, avec le champion Chris Jericho accompagné par Jake Hager contre Cody Rhodes accompagné par MJF. Et donc certaines personnes se sont plaintes du fait que ce match n'était pas en main event, mais comme Chris Jericho l'a expliqué dans une interview, c'est assez compliqué de passer après un match où on sait qu'il va y avoir beaucoup de gros spots, des armes qui vont être utilisées, etc. Et clairement c'est ce qui s'est passé lors du match entre Kenny Omega et Jon Moxley. Donc c'est vrai qu'après le match entre Kenny Omega et Jon Moxley, ça aurait été difficile pour Cody Rhodes et Chris Jericho d'effectuer un match de catch normal. Les commentateurs nous présentent les trois juges qui sont au bord du ring. Il s'agit de Dean Malenko, Arn Anderson et Keiji Muto de Great Muta. Pour rappel, si jamais ce match atteint la limite des 60 minutes, à ce moment-là, ce sont les juges qui devront voter. Chacun devra donner selon lui qui est le vainqueur du match. Et donc le catcheur qui obtiendra la majorité des votes aura remporté le match. Et donc honnêtement, ce match est assez long, il a duré 30 minutes, donc je vais pas vous détailler tout le match, mais ce que je tiens à dire, c'est que je trouve que c'était vraiment un bon main event, un bon match de championnat, parce que les deux catcheurs ont vraiment raconté une histoire durant tout le match, ce qui fait que la foule était totalement dedans. Maintenant, la première chose que j'aimerais préciser par rapport à ce match, c'est que Cody Rhodes n'a vraiment pas de chance, c'est limite incroyable. Parce qu'il faut savoir que Cody Rhodes, une fois qu'il avait quitté la WWE, il catchait principalement à la Ring of Honor et à la New Japan, et il a eu pas mal de blessures, pas de graves blessures, mais il s'est pété plusieurs fois la lèvre ou encore l'arcade, et donc souvent en fait il saignait durant ses matchs, et toujours à cause de petites erreurs durant un match qui sont jamais vraiment de sa faute. Et c'est encore arrivé hier soir, car à un moment Chris Jericho était sur la rampe d'entrée, et donc Cody Rhodes a couru dans le ring pour sauter par-dessus la troisième corde pour faire un dive sur Chris Jericho. Mais à ce moment-là, en fait, Chris Jericho s'est enlevé, mais le problème c'est que Cody Rhodes est tombé directement la tête la première sur la rampe d'entrée, et à ce moment-là, il s'est explosé le front. On pouvait clairement voir à l'écran qu'il était ouvert au-dessus d'un œil sur 2-3 cm. Donc voilà, c'est fou en fait, parce que ça fait deux fois que quand il tente un gros spot, il se blesse assez salement, car comme vous le savez, lors d'un des précédents pay-per-view, il s'était pris un gros coup de chaise, avec une chaise qui à la base en plus avait été arrangée pour ne pas lui faire mal, mais au final il s'était violemment ouvert au niveau du crâne, et donc à nouveau hier soir il s'est blessé, cette fois-ci au front. Ce qui fait qu'honnêtement il y a eu un petit moment de panique, le docteur est venu, il est intervenu pour essayer d'arrêter le sang en fait qui sortait du front de Cody Rhodes, mais heureusement le match a pu reprendre. Et donc ce qui s'est passé vers la fin du match, c'est qu'à un moment Jake Hager est intervenu pour frapper Cody Rhodes, mais au bout d'un moment l'arbitre l'a vu, et donc elle a renvoyé Jake Hager en coulisses. Mais avant qu'il ne reparte en coulisses, il a d'abord attaqué MJF. Et donc ensuite le match a continué, Cody Rhodes était clairement en train de souffrir, en plus il a pas mal saigné durant le match, et à la fin Chris Jericho a réussi à lui porter son Lion Tamer, le Walls of Jericho. Et à ce moment-là directement on a pu voir que MJF qui était au bord du ring a chopé une serviette. Car pour ceux qui connaissent un petit peu la boxe ou les sports de combat, si les personnes qui sont dans le coin d'un combattant voient que le combattant ne peut plus tenir, à ce moment-là ils peuvent décider de jeter la serviette dans le ring, et donc en fait le combattant qu'il représente abandonne à ce moment-là. Et donc on peut voir que MJF a commencé à hésiter, et clairement Cody Rhodes était en mauvaise posture, il ne bougeait pas beaucoup, mais honnêtement MJF n'a pas attendu très longtemps, et au bout d'un moment il a jeté la serviette, ce qui fait que Cody Rhodes a perdu le match par abandon. Et donc comme vous le savez, il y avait une stipulation par rapport à ce match, c'est que suite à cette défaite, Cody Rhodes n'aura plus jamais le droit d'avoir un match pour le titre AEW. Et donc le champion sort du ring avec la ceinture, il va sur la rampe pour fêter, et à ce moment-là, on a MJF qui entre dans le ring et qui est clairement triste, mais il essaye d'expliquer à Cody, son meilleur ami, qu'il n'avait pas le choix parce que Cody était en train de souffrir. Et à la base, Cody avait l'air énervé contre MJF, mais au final il s'est relevé et il a excusé MJF.
Donc voilà, ils se sont serrés la main, la foule a commencé à applaudir, mais à ce moment-là, on a eu ce qu'on attendait depuis des mois, et on a eu le heel turn de MJF qui a mis un gros low blow, un coup de pied dans les parties intimes de Cody Rhodes. Comme je vous l'ai dit, ça fait des mois qu'on attend ça en fait, parce que c'est une histoire qui a commencé depuis le début de l'année dans la série Being the Elite sur YouTube. À la base, en fait, Cody Rhodes a amené MJF en tant que protégé à la AEW, sauf que MJF faisait le gentil quand Cody était là, mais dès que Cody quittait la pièce, il insultait tous les autres catcheurs et il montrait son vrai visage. Puis ces derniers mois au final, MJF a commencé à totalement devenir gentil, donc on pouvait croire qu'il commençait à être face, mais au fond on savait qu'à un moment il allait trahir Cody, on se demandait simplement quand est-ce que ça allait arriver, et c'est arrivé hier soir. Et donc à ce moment-là, MJF a quitté le ring, et il faut savoir que les gens étaient tellement énervés que quand il était sur la rampe d'entrée, il y a quelqu'un qui lui a jeté un gros verre de bière directement dans la gueule, et donc directement on a pu voir que la sécurité est arrivée pour jeter cette personne de l'arène, car clairement ce sont des choses qui ne se font pas, on n'a pas le droit de jeter des objets sur les catcheurs. Mais en tout cas je peux vous dire que j'ai incroyablement hâte de voir cette rivalité entre MJF et Cody Rhodes, parce que vraiment je pense que MJF peut devenir le meilleur heel de la fédération, mais de très loin, parce que ce gars est vraiment déjà très en avance par rapport à son âge et par rapport à son expérience, il se débrouille incroyablement bien au micro, et donc je pense qu'une fois qu'on lui donnera la chance d'être un upper mid-carder ou d'être dans le main event, il va tout simplement nous épater. Et donc on passe au second main event de la soirée, c'était un unsanctioned match, donc en gros un no disqualification match entre Jon Moxley et Kenny Omega. Et donc le but de ce match c'est que tout est permis, les deux catcheurs peuvent faire ce qu'ils veulent, parce que clairement en fait les deux catcheurs se détestent, donc c'est l'occasion de régler les problèmes qu'ils ont. Et donc encore une fois je peux pas vous décrire tout le match, parce qu'il faut savoir que hier soir ce match a duré près de 40 minutes, ce qui est tout de même assez long pour un main event, surtout au niveau des États-Unis. Mais en gros tout ce que je peux vous dire c'est que c'était un vrai match hardcore, comme on en a rarement vu aux États-Unis au niveau d'une fédération mainstream depuis très longtemps. Déjà clairement vous ne verrez plus jamais ce genre de match à la WWE, parce qu'ils ne peuvent pas aller aussi loin en tant que fédération qui a plein de sponsors et qui est cotée en bourse. Donc je vais essayer de vous faire un petit résumé en fait des armes qui ont été utilisées hier soir. Donc d'abord on a commencé avec une poubelle et avec une chaise. Ça va, on est soft, ça on connaît. Ensuite Jon Moxley a sorti sa fameuse batte entourée de barbelés, et là il a mis plusieurs coups au dos de Kenny Omega, et clairement on a pu voir que ce n'était pas des faux barbelés, croyez-moi, car très rapidement le dos de Kenny Omega était en sang. Et donc derrière quand ça a continué, Kenny Omega a pu chercher sa propre arme recouverte de barbelés, et donc bien entendu c'est un balai, et là honnêtement Kenny Omega s'est lâché avec ce balai. D'abord il a frappé Jon Moxley directement sur la tête avec le balai, et là très rapidement en fait on a pu voir que Jon Moxley a commencé à saigner de plein d'endroits au niveau du crâne. Ensuite il l'a frappé au dos, puis à un moment en fait il a pris le balai et il a commencé à faire comme s'il était en train de balayer mais sur le corps de Jon Moxley, et donc les barbelés ont commencé à déchirer le dos de Jon Moxley, c'était vraiment très violent. Comme vous pouvez l'imaginer, durant tout ce match, on avait la femme de Jon Moxley, Renee Young, qui faisait des commentaires sur Twitter en disant que tout simplement elle trouvait ça horrible et que c'était n'importe quoi, c'était de la folie. Ensuite, un peu plus tard, Kenny Omega a sorti une espèce de planche et dessus en fait il y avait plein de pièges à souris. Mais au final ça s'est retourné contre lui car Jon Moxley a réussi à jeter Kenny Omega sur cette planche. Ensuite ils ont utilisé une chaîne et donc ils se sont frappés avec la chaîne, puis ils se sont même portés des souplesses directement sur la chaîne, puis Kenny Omega est allé chercher un sac qui était sous le ring, et donc à la base je pensais qu'il y avait des punaises dedans logiquement, mais en fait il y avait du verre, car pour ceux qui se rappellent, il y a quelques semaines lors de AEW Dynamite, Jon Moxley avait porté un DDT à Kenny Omega à travers une table en verre, et donc les commentateurs expliquent que c'est ce verre, Kenny Omega l'a récupéré, il l'a gardé pour l'utiliser ce soir lors du match, et donc il vide ce sac dans le ring, et là les catcheurs se sont portés plusieurs prises directement dans ce tas de verre. On a même pu voir à un moment que quand l'arbitre a fait le tomber, il s'est fait mal à la main parce qu'il n'avait pas encore mis ses gants, et du coup en fait il a des morceaux de verre qui sont rentrés dans sa main et il avait mal pendant tout le match. Et donc pour continuer, Kenny Omega et Jon Moxley sont allés sur la rampe d'entrée, et à ce moment là Kenny Omega a commencé à crier à des gens d'amener la chose. Et donc là on a les Young Bucks et Hangman Page qui sont arrivés et ils avaient l'air inquiets et ils ont essayé de calmer Kenny Omega et ils lui ont dit que ça suffit, c'est pas la peine. Mais à ce moment là Kenny Omega a dit que non,
il veut qu'on l'écoute, et donc les Young Bucks et Hangman Page ont amené une espèce de plateforme, un carré, qui était tout simplement une toile d'araignée de barbelés. Mais au final, c'est Jon Moxley qui a réussi à apporter une souplesse à Kenny Omega dans cette structure de barbelés. Et du coup, les deux catcheurs se sont retrouvés totalement emmêlés. Il a fallu l'aide de plusieurs personnes pour pouvoir les ressortir. Et ce qui est incroyable, c'est qu'ils ont continué le match après ce bump qui était vraiment incroyable, qui était vraiment fou. Et donc au final, les deux catcheurs sont retournés dans le ring. Et donc la dernière étape, c'est qu'ils ont enlevé le tapis et la protection du ring pour se retrouver directement sur les planches en bois. Et là, ils ont commencé à se porter des souplesses assez violentes. Puis à un moment, Kenny Omega essayait de porter le Phoenix Splash de la 3e corde et il s'est explosé sur les planches en bois. Et donc derrière, Jon Moxley lui a porté son Paradigm Shift sur les planches pour la victoire. Donc honnêtement, c'était un match très violent. Honnêtement, c'était un bon match dans son genre. Maintenant, moi déjà, je vais laisser un petit sondage en haut de l'écran car j'aimerais que vous votiez pour me dire si vous avez aimé ce match ou si au contraire, vous avez trouvé ça trop violent et que du coup, ça vous a déplu. Car j'ai vu beaucoup d'avis partagés sur Twitter, certaines personnes qui ont adoré ce niveau de violence et d'autres personnes que ça a plutôt refroidi. À côté de ça, forcément, beaucoup de fans ont découvert, on va dire, ce niveau de catch hardcore car énormément de fans connaissent uniquement la WWE. Donc voilà, moi je vous avoue que j'ai grandi avec des fédérations comme la ECW, la XPW, la CZW et j'ai vu des dizaines de matchs hardcore de la grande époque au Japon. Donc honnêtement, moi ça ne me choque pas ce niveau de violence, je l'ai déjà vu très souvent et j'ai déjà vu même bien pire. Mais par contre, est-ce que c'était utile de faire tout ça hier soir? C'est ça la question que je me pose. Car d'abord en fait, on est à peine au début de la rivalité entre Kenny Omega et Jon Moxley. Donc moi j'espérais que cette rivalité dure des mois, voire même qui sait des années. Mais au final, si on commence tout de suite avec un match aussi violent, bah pour moi c'est la fin de la rivalité en fait, parce que qu'est-ce que vous voulez faire derrière pour pouvoir continuer la rivalité? Maintenant, ces deux catcheurs ne peuvent pas avoir de simples combats de catch après avoir fait la guerre qu'ils ont fait hier soir. Donc voilà, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que c'était un petit peu trop tôt pour la AEW en général, parce que maintenant qu'ils nous ont montré ce niveau de violence, et bien à chaque fois qu'ils feront des matchs hardcore, les fans s'attendront à un niveau de violence élevé. Donc voilà, moi personnellement, tout ce que j'ai à dire, c'est que je trouve que le match était correct. Peut-être un petit peu trop long, mais encore moi je vous avoue que j'ai pas senti le temps passer. Mais par contre je me demande si c'était nécessaire de faire un match si hardcore avec autant de gros bumps alors qu'on a deux catcheurs qui savent raconter des histoires et qui savent être intenses simplement avec quelques chaises, des tables et des échelles par exemple. Kenny Omega nous l'avait montré face à Chris Jericho lors de Wrestle Kingdom à la New Japan. Donc voilà, vraiment je me demande si toute cette violence était nécessaire. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Donc voilà, c'est tout pour la review de AEW Full Gear. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!